T'es-tu déjà demandé combien de temps un homme peut tenir avant que quelque chose en lui cesse simplement d'exister? Pas une explosion, pas un cri d'alarme, juste un silence qui s'installe. Un truc qui s'éteint sans faire de bruit, pendant qu'il continue à bosser, à sourire, à assurer. Personne ne remarque rien. Lui non plus, d'ailleurs. Parce que tenir, c'est ce qu'on lui a appris. C'est même devenu son identité. Sa fierté, mec. Sa raison d'être. Sauf que voilà. Il reste avec moi, là-dessus, parce que c'est crucial. Il y a une différence entre la force et l'incapacité de s'arrêter. Entre résister et ne plus savoir comment faire autrement. Entre tenir le coup et être prisonnier de sa propre endurance. Tu vois, dans la roue, dans le taf, dans les relations, il y a des mecs qui donnent l'impression d'être inébranlables. Solides comme des murs en béton armé. Ceux qui gèrent tout, qui encaissent tout, qui portent tout le monde sur leurs épaules sans broncher. On les admire, ces types. On se dit qu'ils sont bâtis différemment, qu'ils ont quelque chose en plus. Mais personne. Et je dis bien personne. Il se demande ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe quand personne ne regarde. Ce qui disparaît progressivement pendant qu'ils continuent à tenir debout. Parce que la vérité, c'est que certaines personnes ne s'effondrent pas. Elles ne craquent pas. Elles ne tombent pas en morceaux devant les autres. Elles continuent. Encore et encore. Jusqu'à ce que quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'elles ne peuvent même pas nommer, commence à se vider de l'intérieur. Sans bruit, sans drame, sans témoin. Et c'est ça le truc le plus flippant, mec. C'est pas l'effondrement spectaculaire qui devrait nous inquiéter. C'est la disparition progressive, c'est l'homme qui fonctionne encore, mais qui a cessé d'exister quelque part au fond de lui-même. Celui qui répond présent à chaque appel, mais qui n'est plus vraiment là depuis longtemps. Tu connais peut-être ce sentiment. Cette impression étrange que tu continues à avancer, à faire ce qu'on attend de toi, à remplir ton rôle. Mais qu'une partie de toi observe tout ça de loin, complètement détachée, comme si tu regardais la vie de quelqu'un d'autre. Alors voilà la question qui tue. Combien de temps peut-on durer sans s'écrouler, mais en perdant quelque chose d'irremplaçable? Combien de temps peut-on continuer à fonctionner pendant que quelque chose meurt en silence? Parce qu'il y a des hommes qui ne tombent jamais. Ils tiennent, ils persistent, ils endurent. Mais ce qui reste de la fin, ce n'est plus vraiment eux. C'est juste la coquille, la version automatisée. Le fantôme qui continue à marcher parce qu'il a oublié qu'il pouvait s'arrêter. Et tu sais, ce qui est fou, on appelle ça de la force. On appelle ça de la résilience. On célèbre ces types comme des exemples à suivre. Mais personne ne leur demande jamais « Est-ce que tu vas bien ?» Non, vraiment. En profondeur. Reste avec moi, parce que ce que tu vas découvrir maintenant va, peut-être, te mettre mal à l'aise. Ça devrait même. Parce qu'on va parler de ce genre d'homme. C'est lui qui ne plie jamais. C'est lui qui ne montre rien. C'est lui qui porte tout. Et on va regarder ce qui se passe quand continuer à tenir devient la seule chose qui reste. Même quand il n'y a plus rien à protéger à l'intérieur. Si ce que tu viens d'entendre fait écho quelque part en toi, rester ici, c'est simplement une façon de prolonger cette réflexion. Un petit geste, un like, un abonnement. Ça permet à ce genre de contenu d'exister et d'atteindre ceux qui portent tout ça en silence sans jamais le formuler. C'est discret, mais ça compte. Ça crée un espace où ces vérités peuvent respirer, loin du bruit et des injonctions faciles. Et maintenant, on va plus loin. Maintenant, je veux aller encore plus profond dans ce sujet. Parce qu'il existe un personnage qui incarne parfaitement ce paradoxe. Cet homme qui tient, qui patiente, qui encaisse tout sans rien dire, jusqu'à ce que quelque chose en lui se transforme en autre chose, quelque chose de plus sombre, de plus définitif. Son nom, tu le connais sûrement. Mais ce que tu ne connais peut-être pas, c'est pourquoi il dérange autant. Pourquoi, au fond, il touche quelque chose de profondément masculin, quelque chose qu'on préfère ne pas regarder en face. Cicatrice. Ouais, Scar, mais attends. Avant que tu penses que je vais te parler d'un simple méchant d'anime, d'un antagoniste classique, laisse-moi te dire un truc. Scar, c'est pas un vilain. C'est un miroir. Un miroir psychologique pour tous ceux qui ont appris à ravaler, à attendre, à se taire, pendant que le monde continue à tourner sans eux. Pour tous ceux qui ont cru que tenir le coup était la seule option honorable. Parce que vois-tu, avant d'être celui qu'on connaît. Cet homme marqué, violent, hanté par la vengeance. Scar était quelqu'un d'autre, quelqu'un de posé, quelqu'un qui croyait encore. Un mec qui respectait les règles, qui avait foi en quelque chose de plus grand que lui, qui pensait que la patience et la dignité finiraient par payer. Il n'était pas du genre à péter un câble. Il n'était pas du genre à chercher la merde. Il était juste là, vivant sa vie. Croyant en son peuple, en son frère, en ses traditions. Un homme calme, presque effacé. Les gens et du type qui passent inaperçus parce qu'il ne fait pas de vagues, parce qu'il respecte l'ordre établi. Parce qu'il croit que si tu fais bien les choses, si tu restes droit, si tu supportes ce qu'il faut supporter, alors tout finira par s'arranger. Sauf que ça ne s'arrange jamais vraiment, pas vrai. Ce qui est flippant avec Scar, c'est pas ce qu'il devient. C'est tout ce qu'il a dû endurer avant. C'est cette longue période de patience forcée, cette accumulation silencieuse. Ces Porges qui s'empilent jour après jour sans que personne ne le voie, sans que personne ne demande si ça va. Parce qu'il tient le coup, parce qu'il ne dit rien, parce qu'il continue. Et c'est là que ça devient intéressant, mec.
Parce que Scar, avant de devenir ce symbole de rage contenue, il était l'incarnation même de l'homme qui gère. Celui qui ne se plaint pas, celui qui accepte, celui qui se dit que c'est comme ça, que c'est la vie, qu'il faut juste continuer à avancer. Mais qu'est-ce qui se passe quand continuer devient la seule chose qui te reste? Quand tu n'as même plus la possibilité de t'arrêter et de te demander ce que tout ça te fait réellement. Voilà le truc qu'on évite de regarder. Scar ne dérange pas parce qu'il est violent. Il dérange parce qu'il représente ce moment où un homme réalise que toute sa patience, toute sa retenue, toute sa dignité n'ont servi à rien. Que le monde s'en foutait royalement. Que personne n'a remarqué son silence. Que personne n'a valorisé sa capacité à encaisser. Et ça, franchement, c'est une révélation terrifiante pour beaucoup d'hommes. Parce que ça remet en question toute une structure mentale, toute une identité construite autour de l'idée que tenir bon est noble, que ne rien dire est fort, que continuer malgré tout est héroïque. Mais si cette patience n'était pas de la force, si c'était juste de la survie émotionnelle prolongée, si c'était juste l'absence totale d'alternative, c'est ça qui fait mal, c'est ça qui touche. Parce que combien d'entre nous ont attendu quelque chose qui n'est jamais venu? Combien d'entre nous ont cru que si on restait calme, si on faisait les choses bien, si on ne causait pas de problèmes, alors on serait reconnu, respecté, compris? Combien d'entre nous se sont rendus compte, bien trop tard, que cette attente était vaine, que personne ne remarquerait jamais tout ce qu'on a porté en silence? Scar, c'est l'homme qui a tout fait comme il fallait, qui a respecté les codes, qui a cru en quelque chose de plus grand, et qui a vu tout ça s'effondrer sans avoir la moindre prise dessus, sans pouvoir rien faire, sans même avoir le droit de crier. Parce que crier, c'est pas viril. Pleurer, c'est pas digne. Exprimer sa douleur, c'est montrer de la faiblesse. Alors il a fait ce qu'on lui a appris à faire. Il a continué. Il a tenu. Il a enduré. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose et on lui cesse d'exister. Et c'est là que réside toute la complexité de ce personnage. Scar n'est pas devenu ce qu'il est parce qu'il était mauvais au départ. Il est devenu ce qu'il est parce qu'il a trop attendu. Trop supporté. Trop cru. Trop espéré. Il est devenu ce qu'il est parce que toute cette patience s'est transformée en quelque chose d'autre. En quelque chose de plus lourd, de plus destructeur. En quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler. Et ça, c'est ce qui dérange profondément. Parce que ça nous force à nous poser une question inconfortable. Est-ce que ma propre capacité à endurer est vraiment de la force? Ou est-ce que c'est juste une bombe à retardement émotionnel? Est-ce que je tiens parce que je suis résilient? Ou est-ce que je tiens parce que j'ai tellement enterré mes émotions que je ne sais même plus comment m'effondrer? Scar, avant tout, c'est un homme qui a tout perdu sans avoir le luxe de s'effondrer. Un homme qui a vu son monde se désintégrer pendant qu'il restait debout, impuissant, silencieux. Un homme qui a dû continuer à respirer, à exister, à fonctionner. Alors que tout ce qui donnait un sens à sa vie venait de disparaître. Et la question qui reste en suspens, celle qui va nous accompagner tout au long de cette réflexion, c'est celle-ci. Cette longue période de patience, cette capacité à ne rien dire, à tout encaisser, à continuer malgré tout, était-ce vraiment de la force? Ou était-ce simplement l'incapacité de faire autrement? Parce qu'il y a une différence, mec. Une différence énorme. Entre choisir de rester digne et ne pas avoir d'autre option que de rester silencieux. Entre être fort et être émotionnellement paralysé. Entre endurer par choix et endurer parce que personne ne t'a jamais appris qu'il était possible de s'arrêter. Scar incarne cette ambiguïté. Cette zone grise où la masculinité traditionnelle se transforme en piège. Où ce qu'on appelle résilience devient en réalité une prison émotionnelle. Où continuer à tenir devient la seule identité qui reste, même quand il n'y a plus rien à protéger à l'intérieur. Et c'est pour ça que tant d'hommes se reconnaissent en lui. Pas parce qu'ils sont violents, pas parce qu'ils cherchent la vengeance, mais parce qu'ils connaissent cette sensation. Cette sensation d'avoir tout fait correctement, d'avoir tout supporté comme il fallait, d'avoir tout encaissé sans broncher, et de réaliser que ça n'a servi à rien. Que personne ne l'a vu, que personne ne l'a valorisé, que personne ne s'en est soucié. Et maintenant, la vraie question, qu'est-ce qui reste d'un homme après ça? Qu'est-ce qui reste quand toute cette patience, toute cette dignité, toute cette force supposée se révèle n'avoir été qu'une longue attente pour rien? Écris en commentaire. Je reconnais ce silence. Maintenant, je veux aller encore plus profond dans ce sujet, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit jamais assez clairement. Le cerveau humain peut supporter presque tout. Vraiment. Il est conçu pour ça. Pour encaisser. Pour s'adapter. Pour continuer à fonctionner même dans les pires conditions. Mais voilà le truc. Et c'est là que ça devient crucial. Il ne le fait jamais gratuitement. Jamais. Il y a toujours un prix à payer. Toujours. Et ce prix, il est silencieux. Il ne se manifeste pas immédiatement. Il ne te prévient pas. Il ne sonne pas l'alarme. Il s'accumule, discrètement, dans les coulisses de ton esprit, jusqu'à ce qu'un jour, sans crier gare, tu réalises que quelque chose en toi
à changer de manière irréversible. Parce que les émotions réprimées, mec, elles ne disparaissent pas. Jamais. On aimerait croire que si on les ignore assez longtemps, si on les enterre assez profondément, elles finiront par se dissoudre toutes seules. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Les émotions, quand tu les bloques, quand tu les étouffes, quand tu refuses de les reconnaître, elles ne meurent pas. Elles se transforment. Elles mutam. Elles deviennent autre chose. Quelque chose de plus dense, de plus lourd, de plus toxique. Et c'est exactement ce qui se passe à cette fameuse patience qu'on nous vend comme une vertu absolue. Cette capacité à encaisser, à tenir bon, à ne jamais flancher. On nous dit que c'est de la force, que c'est noble, que c'est admirable. Mais personne ne parle de ce qui se passe à l'intérieur pendant tout ce temps. Personne ne mentionne que cette patience prolongée, cette endurance forcée, elle crée une forme de colère silencieuse. Une colère qui n'explose pas. Une colère qui ne fait pas de bruit. Une colère qui s'installe comme un brouillard épais, qui imprègne tout, qui déforme tout. C'est ce qu'on appelle le ressentiment accumulé. Et c'est l'une des choses les plus destructrices qui puissent exister dans la psyché masculine. Parce que le ressentiment, contrairement à la colère directe, il ne cherche pas de solution. Il ne cherche pas de dialogue. Il ne cherche même pas de confrontation. Il est juste là, en arrière-plan, comme une présence constante, invisible, qui colore tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, tout ce que tu fais. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte au début, parce que tu continues à fonctionner, tu continues à sourire, tu continues à assurer, tu continues à jouer ton rôle. Mais quelque part, au fond, il y a cette voix. Cette petite voix qui te dit que rien de tout ça n'en vaut la peine. Que personne ne mérite ton effort. Que le monde est injuste et que tu n'as plus aucune raison de croire en quoi que ce soit. Car lui, il incarne parfaitement cette transformation. Cette mutation silencieuse de la patience en ressentiment, de la dignité en froideur, de la foi en désillusion totale. Parce qu'il a tenu bon pendant longtemps, trop longtemps. Il a attendu, il a cru, il a respecté les règles. Et tout ça pourquoi? Pour voir son monde détruit, pour voir son peuple massacré, pour voir son frère mourir devant lui sans pouvoir rien faire. Et c'est là que ça devient psychologiquement fascinant. Parce que la rage de Scar, elle ne vient pas de nulle part. Elle ne vient pas d'une nature violente. Elle ne vient pas d'une envie de chaos. Elle vient directement de l'impossibilité d'exprimer sa douleur au moment où elle aurait dû être exprimée. Elle vient de toutes ces fois où il a dû se taire, où il a dû ravaler, où il a dû continuer comme si de rien n'était. Parce que vois-tu, quand tu n'as pas le droit de pleurer, quand tu n'as pas le droit de crier, quand tu n'as pas le droit de montrer ta souffrance au moment où elle se produit, cette souffrance, elle ne part pas. Elle se cristallise. Elle se durcit. Elle devient une partie de toi. Et avec le temps, elle se transforme en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Une rage froide, calculée, implacable. C'est ça, la colère silencieuse. C'est pas la colère qu'on voit dans les films, avec les cris et les gestes brusques. C'est la colère qui reste calme en surface. Qui parle posément. Qui sourit, même parfois. Mais qui, à l'intérieur, a déjà tout décidé. Qui ne croit plus en rien. Qui ne fait plus confiance à personne. Qui s'est retiré émotionnellement de tout. Et ça, franchement, c'est l'une des formes de souffrance masculine les plus incomprises. Parce qu'elle ne se voit pas. Elle ne se manifeste pas de manière évidente. Elle ne demande pas d'aide. Elle ne se plaint pas. Elle continue juste à exister jour après jour dans une espèce de zone grise émotionnelle où rien n'a vraiment d'importance, où tout semble vide, où la vie devient juste une succession de gestes automatiques. On appelle ça la fatigue émotionnelle chronique. Et c'est exactement ça. Une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Une fatigue qui te fait continuer à bouger, mais sans vraiment vivre. Une fatigue qui te vide de l'intérieur pendant que tu donnes l'impression d'être parfaitement fonctionnel. Et le truc le plus pervers dans tout ça, c'est que cette fatigue, elle est invisible aux yeux des autres. Personne ne la voit. Personne ne la reconnaît. Parce que tu continues à assurer. Tu continues à être là. Tu continues à répondre présent. Alors tout le monde pense que tu vas bien. Tout le monde pense que tu gères. Mais toi, au fond, tu sais que quelque chose s'est éteint. Tu sais que tu n'es plus vraiment là. Tu sais que tu joues juste un rôle. Que tu fais semblant. Que tu attends juste que le temps passe. Et c'est ça qui est terrifiant avec cette idée de patience comme vertu absolue. Parce qu'on nous dit que tenir bon, c'est toujours la bonne décision. Qu'il faut toujours continuer. Qu'il faut toujours endurer. Mais personne ne nous dit ce qui se passe quand on tient trop longtemps. Personne ne nous dit qu'il existe un point de non-retour. Un moment où quelque chose en nous cesse simplement d'exister. Parce que tenir trop longtemps ne laisse jamais quelqu'un intact. Jamais. Ça laisse des traces. Ça modifie la structure mentale. Ça change la façon dont tu vois le monde. Ça transforme ta relation aux autres. Ça te rend moins capable de ressentir de la joie, de la confiance, de l'espoir. Et Scar, lui, il représente exactement ce processus. Cette lente dégradation de l'humanité sous le poids d'une patience trop prolongée.
Cette transformation d'un homme qui croyait en quelque chose en un homme qui ne croit plus en rien. Cette métamorphose de la dignité en froideur absolue. Parce qu'au final, ce qui reste d'un homme après des années de silence forcé, de douleurs réprimées, de patience imposée, ce n'est plus vraiment un homme. C'est une version fantôme, une version qui continue à fonctionner, mais qui a perdu l'essentiel? Qui a perdu cette capacité à se sentir vivant? Qui a perdu cette connexion avec lui-même? Et la vérité, c'est que beaucoup d'hommes vivent exactement ça. Ils continuent, ils tiennent, ils fonctionnent. Mais quelque chose en eux est mort depuis longtemps. Quelque chose qu'ils ne peuvent même pas nommer. Quelque chose qui leur manque sans qu'ils sachent exactement ce que c'est. Parce que c'est ça, le vrai prix de l'endurance prolongée. C'est pas l'effondrement spectaculaire. C'est la disparition progressive de ce qui te rendait humain. C'est cette lente érosion de ta capacité à ressentir, à connecter, à croire. Face à cette endurance prolongée, chacun réagirait différemment, c'est sûr. Certains auraient cédé bien plus tôt, d'autres auraient continué encore plus longtemps. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est ton regard à toi. Parce que ton expérience, ta perspective, elle peut apporter une profondeur que cette histoire seule ne peut pas montrer. Si ce que tu viens d'entendre résonne quelque part en toi, si ça fait écho à quelque chose que tu as vécu ou que tu vis encore, laisse un commentaire. Pas besoin d'écrire un roman. Juste quelques mots. Juste ta vérité. Parce que c'est ça qui crée un vrai espace de réflexion. C'est ça qui permet à d'autres de se sentir moins seuls dans ce silence. Écris simplement. J'ai déjà porté ça. Maintenant, je veux aller encore plus profond dans ce sujet. Parce qu'il y a une vérité qu'on évite soigneusement de regarder en face. Continuer coûte parfois beaucoup plus cher que s'arrêter. Ouais, je sais, ça sonne contre-intuitif. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Parce qu'on nous a toujours dit que lâcher prise, c'est abandonner. Que s'arrêter, c'est échouer. Que céder, c'est montrer de la faiblesse. Alors, on continue, on tient. On serre les dents. On avance, coûte que coûte. Mais personne ne nous dit jamais ce que ça coûte vraiment de continuer quand on devrait peut-être s'arrêter. Personne ne calcule ce prix-là. Personne ne fait le bilan de ce qui se perd dans cours de route. Parce que c'est pas visible. C'est pas quelque chose qu'on peut pointer du doigt et dire « Voilà, regarde, c'est ça qui a disparu. » Non. C'est beaucoup plus subtil que ça. Beaucoup plus insidieux. C'est ta capacité à faire confiance qui s'érode lentement. C'est ton ouverture émotionnelle qui se referme centimètre par centimètre. C'est ta capacité à ressentir la joie authentique qui s'émousse progressivement. C'est cette légèreté que tu avais avant, cette spontanéité, cette capacité à être présent dans l'instant. Tout ça qui se dissout sans que tu t'en rendes compte. Et le truc le plus flippant, c'est que tu ne le remarques pas sur le moment. Tu continues à fonctionner normalement. Tu continues à faire ce qu'il faut faire. Tu continues à être là pour les autres. Mais un jour, tu te réveilles et tu réalises que quelque chose manque. Quelque chose d'essentiel. Quelque chose que tu ne peux même pas nommer précisément, mais dont l'absence te pèse comme une pierre dans la poitrine. C'est ça, le vrai prix de l'endurance excessive. C'est pas l'effondrement dramatique qu'on voit dans les films. C'est pas la crise nerveuse spectaculaire. C'est cette lente déperdition de ce qui te rendait toi. C'est cette transformation progressive d'un homme vivant en un homme qui ne fait plus que survivre. Et Scar, lui, il incarne parfaitement cette trajectoire. Parce que ce qui lui est arrivé, c'est pas juste une perte matérielle. C'est pas juste la destruction de son village ou la mort de son frère. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est la perte de sa capacité à croire, la perte de sa capacité à espérer, la perte de sa capacité à voir du sens dans quoi que ce soit. Et ça, mec, c'est irréversible. Parce qu'une fois que tu perds ta foi, pas la foi religieuse nécessairement, mais cette foi fondamentale en l'idée que le monde a du sens, que les choses finissent par s'arranger, que tes efforts comptent. Une fois que tu perds ça, tu peux continuer à vivre, bien sûr, mais tu ne vis plus vraiment. Tu existes. Tu respires. Tu bouges. Mais tu n'es plus connecté à rien. Et c'est exactement ce qui se passe quand on tient trop longtemps sans demander d'aide. Quand on refuse de reconnaître qu'on est en train de couler. Quand on s'accroche à cette image de force, de contrôle, d'autonomie absolue, même quand tout à l'intérieur crie que ça ne va pas. Parce que demander de l'aide, pour beaucoup d'hommes, c'est admettre qu'ils ne sont pas assez forts. C'est reconnaître qu'ils ont besoin de quelqu'un. C'est briser cette illusion d'invincibilité qu'ils ont passé toute leur vie à construire. Et ça, franchement, pour certains, c'est tout simplement impossible. C'est une ligne qu'ils ne peuvent pas franchir, même au bord du gouffre, même quand ils savent que quelque chose en eux est en train de mourir. Alors, ils continuent. Ils tiennent bon. Ils gardent tout à l'intérieur. Ils portent tout seuls. Et pendant ce temps, quelque chose d'essentiel se perd. Quelque chose qui ne reviendra jamais, même s'ils finissent par s'en sortir. Et c'est ça qui est terrifiant. C'est pas le fait de tomber. C'est le fait de réaliser, bien trop tard, que même si tu ne tombes pas,
même si tu tiens le coup, même si tu arrives au bout, tu as perdu quelque chose en chemin. Quelque chose que tu ne peux plus récupérer. Quelque chose qui faisait de toi ce que tu étais. Parce qu'il y a des pertes qu'on ne voit pas venir. Il y a des dommages qui ne se manifestent pas immédiatement. Il y a des prix qu'on paye sans s'en rendre compte et qu'on ne découvre que des années plus tard, quand on se regarde dans le miroir et qu'on se demande « Mais qui je suis devenu, en fait ?» Et c'est là que le paradoxe devient insupportable. Parce que tu as fait exactement ce qu'on t'a dit de faire. Tu as été fort. Tu as tenu bon. Tu as continué malgré tout. Tu as fait preuve de résilience. Tu n'as pas flanché. Tu n'as pas cédé. Tu n'as pas montré de faiblesse. Mais au final, qu'est-ce qui reste? Une coquille vide. Un homme qui fonctionne, mais qui ne ressent plus grand-chose. Un homme qui continue à avancer, mais qui a oublié pourquoi. Un homme qui est toujours debout, mais qui n'est plus vraiment là. Et Scar, dans sa version finale, c'est exactement ça. C'est un homme qui a survécu, mais qui a perdu son humanité en cours de route. C'est un homme qui respire encore, mais dont l'âme s'est éteinte quelque part entre la première perte et la dernière. C'est un homme qui continue à agir, à réfléchir, à se battre, mais qui ne croit plus en rien. Et ça, c'est peut-être la forme de mort la plus cruelle. Parce que ton corps continue. Ton cerveau continue. Tu continues à être présent physiquement. Mais, ce qui te rendait vraiment vivant, ce feu intérieur, cette connexion avec toi, même, cette capacité à le sentir pleinement. Tout ça s'est éteint. Et le pire, c'est que personne autour de toi ne le remarque. Parce que tu joues toujours ton rôle. Tu souris quand il faut sourire. Tu réponds quand on parle. Tu fais ce qu'on attend de toi. Mais à l'intérieur, il n'y a plus personne. Il n'y a que le vide, le silence, l'absence. C'est ça, le prix réel de l'endurance prolongée, sans soutien. C'est pas juste la fatigue. C'est pas juste le stress. C'est cette disparition progressive de tout ce qui te rendait humain. C'est cette transformation lente d'un être sensible en une machine qui ne fait plus que fonctionner. Et la question qui hanche vraiment celle qui devrait nous tenir éveillés la nuit, c'est celle-ci. Combien d'hommes autour de nous vivent exactement ça en ce moment même? Combien d'hommes continuent à sourire, à travailler, à assurer, alors que quelque chose en eux s'est éteint il y a des mois, voire des années? Combien d'hommes portent ces masques de normalité pendant que tout à l'intérieur s'effondre silencieusement? Combien d'hommes ont dépassé ce point de non-retour sans même s'en rendre compte parce qu'ils étaient trop occupés à tenir le coup pour remarquer qu'ils étaient en train de perdre l'essentiel? Et voilà le truc qui fait vraiment mal. Parfois, on ne réalise la perte que quand il est déjà trop tard. Parfois, on ne comprend ce qui nous manque que quand on essaye de le retrouver et qu'on se rend compte que c'est impossible. Que cette partie de nous qui savait rire sans arrière-pensée, qui savait faire confiance spontanément, qui savait s'enthousiasmer sincèrement, cette partie-là est morte. Et elle ne reviendra pas. Parce qu'il y a des dommages qui sont permanents. Il y a des transformations qui sont irréversibles. Il y a des prix qu'on paye une fois pour toutes et qu'on continue à payer pour le reste de sa vie. Et Scar, au fond, c'est le symbole de ça. C'est le symbole de l'homme qui a payé ce prix. Qui a continué trop longtemps? Qui a tenu bon quand il aurait dû se permettre de s'effondrer? Qui a gardé tout à l'intérieur jusqu'à ce que tout à l'intérieur se transforme en quelque chose d'autre, en quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus mort? Et maintenant, la vraie question, celle qui va déterminer si cette réflexion te concerne vraiment ou pas, c'est: est-ce que tu reconnais ce processus en toi? Est-ce que tu sens cette érosion lente? Est-ce que tu remarques cette distance grandissante entre qui tu es et qui tu étais? Parce que si la réponse est oui, alors ce qui suit va être encore plus difficile à entendre, mais peut-être aussi plus nécessaire. Écris en commentaire. Je sens que quelque chose manque. Maintenant, je veux aller encore plus profond dans ce sujet parce qu'on arrive au cœur du problème, au noyau dur de cette réflexion. Et c'est là que ça devient vraiment inconfortable. Parce que ce qu'on va regarder maintenant, c'est pas juste l'histoire de Scar. C'est pas juste une analyse de personnage. C'est une vérité beaucoup plus large. Beaucoup plus universelle. Une vérité qui concerne chaque homme qui un jour cru que tenir bon était la seule option honorable. Voilà ce qu'on ne dit jamais assez clairement. Peut-être que Scar n'a pas été détruit par la rage. Peut-être qu'il a été vidé bien avant qu'elle n'apparaisse. Peut-être que cette colère, cette violence, cette soif de vengeance qu'on voit chez lui, ce n'était pas la cause de sa destruction. C'était juste le symptôme, la manifestation tardive, la conséquence visible d'un processus invisible qui avait commencé bien plus tôt. Parce que vois-tu, on a cette tendance à pointer du doigt le moment où quelqu'un explose, le moment où il craque, le moment où il devient violent, ou froid, ou distant. On se dit, voilà, c'est là que ça a dérapé. C'est là que tout est parti en vrille. Mais en réalité, ce moment-là, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. C'est juste le point où quelque chose qui se construisait depuis longtemps devient enfin visible. La vraie destruction, elle a eu lieu avant, dans le silence, dans l'attente, dans cette longue période où il tenait bon, où il patientait, où il continuait à croire que tout finirait par s'arranger. C'est là que quelque chose s'est vidé.
C'est là que quelque chose d'essentiel a commencé à disparaître. Et c'est ça qui est terrifiant avec cette idée de patience comme vertu absolue. Parce qu'on nous présente la patience comme quelque chose de neutre, comme quelque chose de toujours positif. Comme si attendre, endurer, tenir bon n'écoutait rien. Comme si ça ne laissait aucune trace. Comme si on pouvait juste continuer indéfiniment sans que ça n'affecte qui on est au fond. Mais c'est faux, complètement faux. La patience n'est pas neutre. Elle a un coût, toujours. Et ce coût, il s'accumule, il s'empile. Il se transforme en quelque chose de beaucoup plus lourd avec le temps. Parce que chaque fois que tu ravales ce que tu voudrais dire, tu perds un petit bout de ton authenticité. Chaque fois que tu souris alors que tu voudrais crier, tu perds un petit bout de ton intégrité émotionnelle. Chaque fois que tu continues alors que tu voudrais t'arrêter, tu perds un petit bout de ta connexion avec toi-même. Et au début, c'est imperceptible. Au début, tu te dis que c'est rien, que c'est juste une petite concession, que c'est temporaire, que demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain, ça ira mieux, que tu pourras enfin te permettre de ressentir, de t'exprimer, d'être toi-même. Mais ce moment n'arrive jamais. Parce qu'il y a toujours une nouvelle raison de tenir bon, toujours une nouvelle urgence, toujours quelqu'un qui a besoin de toi, toujours quelque chose qui nécessite que tu sois fort, que tu sois là, que tu assures. Et pendant ce temps, morceau par morceau, tu te perds, tu deviens moins toi-même, tu deviens plus conforme à ce qu'on attend de toi, mais moins connecté à ce que tu es vraiment. Tu deviens plus efficace dans ton rôle, mais moins vivant dans ton cœur. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Scar. Avant de devenir ce qu'il est, il a perdu quelque chose. Il a perdu cette capacité à croire, cette capacité à espérer, cette capacité à voir du sens dans le monde. Et cette perte n'est pas venue d'un coup. Elle s'est installée progressivement pendant toutes ces années où il attendait, où il patientait, où il continuait à faire confiance. Chaque jour d'attente lui coûtait quelque chose. Chaque moment de silence forcé lui prenait quelque chose. Chaque fois qu'il devait continuer à sourire, à rester calme et à ne rien montrer, ça creusait un peu plus le vide à l'intérieur. Et quand la catastrophe est finalement arrivée, quand tout s'est effondré autour de lui, il n'y avait déjà plus grand-chose en lui pour encaisser le choc. Il était déjà vidé, il était déjà éteint. La rage qui est venue après, elle n'était qu'une tentative désespérée de remplir ce vide, de donner un sens à tout ce qu'il avait perdu, de trouver une direction n'importe laquelle pour continuer à avancer. Parce qu'au final, la rage, c'est souvent juste la dernière émotion qui reste quand toutes les autres ont disparu. C'est la dernière chose à laquelle on peut se raccrocher quand on ne ressent plus rien d'autre. C'est la dernière forme d'énergie qui subsiste quand tout le reste s'est évaporé. Et c'est ça qui devrait nous inquiéter vraiment. Pas la colère en elle-même, mais ce qu'elle révèle, ce qu'elle cache, ce vide immense qu'elle essaye de combler, ce silence assourdissant qu'elle essaye de couvrir. Parce que la vraie tragédie de Scar, c'est pas qu'il soit devenu violent, c'est qu'il a été vidé. C'est qu'il ait perdu sa capacité à ressentir autre chose que de la rage. C'est qu'il soit devenu incapable de voir du sens dans quoi que ce soit d'autre que la vengeance. Et ça, mec, c'est ce qui arrive quand on tient trop longtemps sans jamais se permettre de s'arrêter. Quand on continue à fonctionner alors que tout à l'intérieur hurle qu'on devrait faire une pause. Quand on refuse de reconnaître qu'on est en train de se vider, parce qu'admettre ça, ce serait admettre qu'on n'est pas aussi fort qu'on le croyait. Alors on continue, on tient, on persiste. Et pendant ce temps, quelque chose d'essentiel se perd. Quelque chose qu'on ne remarque même pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on ne ressent plus rien, qu'on ne croit plus en rien, qu'on ne se connecte plus à rien. Et c'est ça, le vrai danger de cette masculinité fondée sur la résistance absolue. C'est pas qu'elle mène à l'effondrement, c'est qu'elle mène à la disparition, à la perte progressive de tout ce qui te rend humain, la transformation lente d'un homme vivant en un homme qui ne fait plus que survivre. Parce que résister n'est pas gratuit, endurer n'est pas neutre, continuer n'est pas toujours vertueux. Parfois, continuer, c'est juste refuser de voir qu'on est déjà en train de mourir. C'est juste s'accrocher à une identité qui ne tient plus que par habitude. C'est juste avoir trop peur de s'effondrer pour remarquer qu'on s'est déjà vidé. Et la question qui reste, celle qui devrait nous hanter, c'est combien d'hommes sont dans cette position en ce moment même? Combien d'hommes continuent à avancer alors qu'il ne reste presque plus rien à l'intérieur? Combien d'hommes tiennent bon par pure inertie, par pure incapacité à faire autrement, alors que quelque chose d'essentiel s'est éteint il y a longtemps? Parce que c'est ça, la vraie tragédie. C'est pas la chute. C'est ce qui se perd pendant qu'on reste debout. C'est ce qui disparaît pendant qu'on continue à fonctionner. C'est cette mort lente, invisible, silencieuse, qui se produit à l'intérieur pendant que, ou à l'extérieur, tout semble normal. Et Scar, au fond, il est juste le reflet de cette réalité. Il est juste le miroir qui nous montre ce qui se passe quand on pousse l'endurance trop loin, quand on refuse de s'arrêter, quand on refuse de demander de l'aide, quand on refuse de reconnaître qu'on est en train de se perdre. Parce qu'au final, ce qui tue un homme, c'est rarement l'événement traumatique lui-même.
C'est tout ce qu'il a dû supporter avant. C'est toute cette patience forcée. C'est toute cette résistance silencieuse. C'est tout ce temps passé à tenir bon alors qu'il aurait dû se permettre de s'effondrer. Et maintenant, la vraie question, celle qui va déterminer si cette réflexion change quelque chose ou si elle reste juste une analyse théorique, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec cette prise de conscience? Qu'est-ce que tu fais quand tu réalises que continuer à tenir bon pourrait te coûter plus cher que tu ne l'imagines? Parce que peut-être qu'il est temps de se demander si cette force qu'on admire tant n'est pas juste une prison. Si cette résistance qu'on célèbre n'est pas juste une forme de paralysie émotionnelle. Si cette capacité à endurer n'est pas juste l'incapacité à reconnaître qu'on a besoin d'aide. Écris simplement. Je commence à comprendre. Si tout est arrivé jusqu'ici, c'est que cette réflexion a touché quelque chose en toi. Et ça, franchement, ça compte énormément. Parce que ce genre de contenu, il existe pour ceux qui cherchent à comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Pour ceux qui veulent aller au-delà des apparences. Pour ceux qui savent que la vraie force, parfois, c'est d'accepter de regarder ce qu'on préférerait ignorer. Si cette approche résonne avec toi, si tu veux continuer à explorer ces zones grises de la psyché masculine, abonne-toi à la chaîne. C'est pas juste un geste automatique. C'est une façon de dire « je veux plus de ça. Je veux continuer à comprendre. Je veux approfondir. » Et ça permet à ce type de contenu d'exister et de toucher ceux qui en ont besoin. Laisse un petit like aussi, si tu veux. Pas par obligation, mais parce que ça crée une connexion. Ça montre que ce qu'on construit ici a du sens. Que cette réflexion trouve un écho quelque part. Et si tu es vraiment arrivé jusqu'au bout, écris simplement en commentaire. Cette vérité pèse lourd. Ça me permet de savoir qui reste jusqu'à la fin, qui prend vraiment le temps de digérer ce qu'on vient de parcourir ensemble. Et maintenant, si tu veux prolonger cette réflexion, j'ai un autre contenu qui s'inscrit exactement dans la continuité de celui-ci. Clique dessus et continue avec moi là-bas. Parce que ce qu'on vient de toucher ici, c'est juste le début. Il y a encore beaucoup à explorer. À tout de suite.